Bonjour chers amis, dans le cadre du deuxième numéro de nos cours, nous allons aborder aujourd'hui les droits de l'homme. Selon les cultures, les civilisations et les sensibilités des nations au sexisme, les droits de l'homme sont quelquefois appelés les droits de la personne, quelquefois appelés les droits humains, quelquefois appelés les droits fondamentaux, quelquefois appelés les libertés fondamentales. Les droits de l'homme existent parce que l'homme existe. Les droits de l'homme appartiennent à l'homme du fait qu'il est homme. Les droits de l'homme sont inhérents à ce qui est humain à l'homme. Les droits de l'homme sont inhérents à la nature humaine. Voilà la raison pour laquelle pendant très longtemps on les a appelés les droits naturels. Mes chers amis, on va commencer aujourd'hui par faire une expérience. Lorsque vous battez un enfant alors qu'il a tort, il ne pleure pas de la même manière que lorsque vous le battez alors qu'il n'a pas tort. Lorsque vous battez un enfant alors qu'il n'a pas tort, on sent un thème de révolte dans sa voix. C'est dire que l'idée de justice, l'idée de dignité, le refus de l'oppression, le refus de l'injustice font partie du dispositif génétique de l'être humain. J'allais presque dire qu'ils sont inscrits dans l'ADN de l'homme. C'est dire que la revendication des droits, la jouissance des droits, l'idée de droit de l'homme est inhérente au fait que l'homme est homme, c'est-à-dire créé à l'image de Dieu et donc revêtu d'une éminente dignité. Vous savez, la revendication des droits de l'homme est aussi vieille que le monde. Aussi vieille que le monde. Depuis l'Antiquité déjà, Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, posait le principe de dignité et disait que chaque être humain mérite le respect. Lorsque Moïse dit au pharaon d'Égypte, je suis hébreu, mais je n'en suis pas moins un homme. Vous êtes le pharaon d'Égypte. J'appartiens au peuple hébreu, qui est un peuple soumis à votre autorité, mais vous me devez respect, vous me devez considération. Mon appartenance au peuple hébreu ne signifie en rien une infériorité à l'échelle de la valeur humaine. Cela nous plonge au cœur de la pensée judéo-chrétienne et de son apport aux droits de l'homme. Lorsque la pensée judéo-chrétienne dit qu'il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, cela veut dire que le pouvoir ne régente pas tout dans la vie de l'être humain. Ça veut dire qu'il y a une sphère spirituelle de l'homme, une sphère intime, une sphère psychologique, une sphère de pensée de l'homme qui échappe au pouvoir, qui échappe à l'autorité. Cette sphère pose la question de l'autonomie de la conscience. Parce que la liberté, indifférente aux contingences sociales, aux contingences politiques, aux contingences de pouvoir, prend racine dans l'autonomie de la conscience. Lorsque la pensée judéo-chrétienne dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, parce que c'est une partie de Dieu, l'homme, parce que c'est une créature d'essence supérieure, doit être revêtu d'une éminente dignité, doit être respecté dans son être intime, doit être respecté dans son autonomie, doit être respecté dans le secret de sa conscience. Ce fil conducteur, cette philosophie qui transcende l'histoire autour de l'idée de la nécessité de respecter de l'homme, s'est retrouvée au XIIIe siècle
en Afrique dans ce qu'on a appelé la charte du Mandé. La charte du Mandé, qui est aujourd'hui inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, fait partie des textes fondateurs des droits de l'homme. De même, au 15e et 16e siècle, 15e et 16e siècle, les juristes consuls musulmans de l'Empire du Mali ont développé beaucoup de textes dans le sens de la protection des libertés politiques, des libertés collectives, des libertés individuelles des citoyens de l'Empire du Mali. C'est cette trame historique, c'est cette évolution historique, j'allais dire, c'est ce fil conducteur des droits de l'homme qui a abouti au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, à ce qu'on a appelé la philosophie des Lumières. Le XVIIIe siècle est un siècle extrêmement important dans l'histoire des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que dans ce siècle, à juste titre appelé siècle des Lumières, de grands penseurs ont jeté une lumière crue sur la réalité de l'oppression des droits de l'homme par l'Église et par certains tabous judéo-chrétiens. Parmi ces penseurs, on peut distinguer Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau a écrit un ouvrage extrêmement important qui s'appelle Le contrat social. Pour schématiser sa pensée, Rousseau dit que les êtres humains étaient à l'état de nature. À un moment donné, ils ont éprouvé le désir de passer à l'état social. Pour organiser leur vie dans l'état social, ils ont renoncé à une partie de leur liberté au profit d'un pouvoir organisé, d'où le contrat social. Parmi ces penseurs, il y a Voltaire. Voltaire, dans un livre historiquement chargé, qui s'appelle Traité de la tolérance. Traité de la tolérance. A démontré la bêtise de l'intolérance, a démontré la bêtise du totalitarisme. Le traité de la tolérance est un moment phare de l'histoire des droits de l'homme parce qu'il intervient dans un contexte historique où les intellectuels avaient besoin de s'élever contre l'intolérance religieuse. Ce livre est d'une actualité brûlante dans ce contexte d'aujourd'hui, marqué par le terrorisme sur fond de fondamentalisme religieux. Mais le siècle des Lumières est surtout le siècle du baron de Montesquieu. Montesquieu, dans un ouvrage fondamental qui s'appelle L'Esprit des lois, a dit quelque chose de très important. Il dit tout homme qui a du pouvoir est tenté à en abuser. Pour éviter l'arbitraire, il faut créer un mécanisme institutionnel à l'intérieur duquel le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut que celui qui vote la loi soit différent de celui qui veille à son exécution et que celui qui veille à son exécution soit différent de celui qui applique la loi pour arbitrer les différends entre les individus. Bref, il faut la séparation des pouvoirs. Il faut faire de la sorte que le pouvoir jadis concentré entre les mains d'un monarque soit éclaté entre des pouvoirs
indépendants, déconnectés les uns des autres. Donc c'est toute cette philosophie des Lumières qui a catalysé la Révolution française de 1789. Cette révolution a abouti à une déclaration très importante, qui est une étape fondamentale des droits de l'homme. C'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est la première fois, après le texte que Thomas Jefferson a placé en préambule de la Constitution des États-Unis en 1776, c'était la première fois, après cette étape, qu'il y ait un texte à portée universelle qui énumère et défend des droits attachés à l'homme parce qu'il est homme. Ce texte dit à son article 1er que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce texte dit à son article 2 que l'homme a droit à 4 droits fondamentaux: la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. Ce texte prévoit la liberté de pensée, la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté de presse, les différentes libertés politiques. Bref, ce texte est un condensé de toutes les libertés dont a besoin l'être humain pour son plein épanouissement dans la cité. C'est une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le citoyen étant l'homme qui habite dans la cité. Donc c'est un moment fort de l'histoire des droits de l'homme. Ce texte allait plus tard être complété en 1948. 3 ans après la création de l'Organisation des Nations Unies, la nécessité s'est fait ressentir de faire un nouveau texte à portée universelle sous l'enceinte de l'Union des Nations, d'où la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Mais vous savez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à la faveur de ce qu'on a appelé la guerre froide, 2 idéologies se sont partagées le monde: l'idéologie capitaliste et l'idéologie communiste. Ces 2 idéologies n'ont pas la même conception des droits de l'homme. Autant la culture occidentale, la culture capitaliste, place la liberté de l'individu au cœur des priorités, autant la culture communiste place les libertés économiques et sociales au cœur des préoccupations. D'où le compromis qui a été trouvé en 1966 par les Nations Unies. En 1966, les Nations Unies ont édicté 2 pactes. Un pacte relatif aux droits politiques et un pacte relatif aux droits économiques et sociaux. Dans ce premier pacte, qui renvoie à la culture occidentale de la liberté, on compte toutes les libertés politiques, toutes les libertés individuelles. Dans ce deuxième pacte, relatif à la conception communiste des droits de l'homme, on retrouve toutes les libertés économiques et sociales, comme le droit syndical, comme le droit au travail, comme le droit à la couverture sociale, etc., etc., etc. Mais vous savez, toutes ces conceptions-là ont vu le jour dans des univers culturels différents de celui de l'Afrique. Voilà la raison pour laquelle l'Afrique étant un continent où l'homme n'est pas au centre, où l'individu est à la périphérie et où la communauté est au centre, dans notre continent, on a éprouvé la nécessité d'éditer une charte en 1989 sous le titre Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
à portée universelle. Bien que l'homme étant une réalité indivisible, bien que l'homme étant intrinsèquement un, l'homme ne peut pas être déconnecté d'un univers culturel, d'un univers social, d'un univers idéologique. Voilà la raison pour laquelle, selon les idéologies politiques, selon les aires culturelles, selon les continents, il y a différentes conceptions des droits de l'homme et des peuples. Au fil des époques, on a assisté à plusieurs générations des droits de l'homme. Il y a eu les droits de la première génération. Les droits de la première génération constituent l'essence des droits qui ont été proclamés en 1789. Ces droits tournent autour de 4 droits fondamentaux énumérés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. C'est autour de ces 4 droits que sont greffés la liberté de presse, la liberté d'opinion, les libertés politiques, la présomption d'innocence, le droit de propriété et toutes les formes de résistance à l'oppression. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les droits de la deuxième génération. Les droits de la deuxième génération sont les droits inscrits dans le pacte de 1966 relatif aux droits économiques et sociaux. C'est le droit au travail, le droit syndical, le droit à la santé, le droit à une alimentation saine, le droit à une couverture maladie, le droit à une sécurité sociale, etc. C'est des droits qu'on appelle des droits créances, des dettes que l'État doit aux citoyens. Il y a maintenant les droits de la troisième génération. Comme le droit à un environnement sain, le droit à la différence, les droits des minorités, le droit au développement, qui sont autant de revendications modernes, qui peuvent être tributaires des individus ou des peuples et qui sont de plus en plus réclamés. Ce sont les droits de la troisième génération. Des droits qui relèvent de revendications citoyennes, des droits qui relèvent d'une citoyenneté de plus en plus participative, de plus en plus soucieuse de l'environnement, de la différence, des minorités, du développement, du progrès, du mieux-être. Ce sont les droits de la troisième génération. Chers amis, comme personnage symbolique de l'histoire des droits de l'homme, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler du baron de la Brenne et de Montesquieu. Né en 1769 et décédé en 1855. Montesquieu a écrit les Lettres persanes, qui est une satire de la société française de son époque à partir de persans imaginaires, du regard de persans qu'il a imaginé. C'est une sorte d'œuvre romanesque, mais hautement philosophique. Montesquieu a surtout écrit l'esprit des lois. Il faut bien lire Montesquieu. Il n'a pas seulement dit le pouvoir arrête le pouvoir. C'est très important, il est important que le pouvoir arrête le pouvoir. Mais Montesquieu a dit autre chose. Il a dit il n'y a rien de si puissant qu'une république où l'on observe des lois, non par crainte, mais par passion. Parce que dans la perception du baron de Montesquieu, l'autocratie est fondée sur la crainte, la république est fondée sur la vertu. Ça, c'est très important, ça.
À la limite, il faut avoir un esprit de gentleman, il faut avoir de l'élégance, il faut avoir un savoir-faire, j'allais dire même un savoir-vivre républicain pour être d'une république. C'est là la grande subtilité de la pensée de Montesquieu. Montesquieu pense que la République, avant d'être une institution, c'est d'abord et avant tout une mentalité. Montesquieu pense que les institutions sont des corpus inanimés qui ne valent que par la mentalité des hommes qui les animent. Cette pensée est d'une actualité cuisante en Afrique, où on a instauré partout des républiques, partout des institutions, partout des lois quasi parfaites, mais sans avoir la mentalité adéquate et d'interprétation, la démocratie.